Bonjour à tous et bienvenue à vous sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous François Bayrou. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Maire de Pau, président du MoDem, haut-commissaire au plan, ancien ministre également de l'Éducation nationale. Il sera bien sûr question dans cette émission à la veille de la rentrée scolaire placée sous le signe de l'interdiction de l'abaya. Et bien de cette rentrée, des défis qui sont nombreux. Nous évoquerons également avec vous les suites des rencontres à Saint-Denis avec Emmanuel Macron et les chefs de parti. Vous y étiez. Et plus largement, François Bayrou, la guerre de succession déjà ouverte, vous l'avez sans doute remarqué en vue de 2027, avec beaucoup de monde sur la ligne de départ. Pour mener ce grand rendez-vous à mes côtés, je salue mes camarades, Nicolas Barré des Échos, que je suis très heureuse de retrouver en cette année. Bonjour à vous, Nicolas. Bonjour, Sonia. Et bien sûr, tout comme Mathieu Bock-Côté. Bonjour à vous, Mathieu. Bonjour. François Bayrou, nous ne laisserons rien passer, a affirmé le président Emmanuel Macron en parlant des abayas et des camis après l'annonce de l'interdiction de ces vêtements religieux à l'école par Gabriel Attal. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Est-ce que vous êtes confiant sur l'application très concrète justement de cette interdiction ? Oui, je pense et j'espère. J'espère et je pense que ça va bien se passer. Il faut comprendre que le nombre de ces vêtements aujourd'hui est, j'ai vérifié les chiffres, inférieur de moitié au nombre de voiles qu'il y avait dans les temps lointains où j'étais ministre de l'Éducation et où nous avons, en passant par les règlements intérieurs des établissements, et en prenant des médiatrices familières des deux cultures. Il y en avait certaines qui ont fait beaucoup de chemin depuis. Rachida Dati était une de celles-là. Et donc, nous avons réussi à cette époque-là. J'espère que ça sera le cas aujourd'hui parce que je suis en même temps pas certain que ça soit si profondément enraciné, y compris dans les communautés qui sont soit de religion, soit de culture, qui amènent ces vêtements-là. Donc, j'espère, je crois et je pense que ça devrait bien se passer. Comme vous savez, il y a aussi des cours de justice administrative qui vont fixer le droit si elles sont saisies. Le droit, et il y a l'application concrète, parce que certains, François Bayrou, ont déjà mis en avant sur les réseaux sociaux un hashtag « Fais ta rentrée en abaya ». Il va y avoir, et beaucoup le disent, une contre-offensive. Les professeurs s'en inquiètent, de tentatives de contournement. C'est cela aussi Ouais, je suis moins sûr de ça. Je peux me tromper naturellement. Il peut y avoir ici ou là des incidents de cet ordre. Mais je pense que l'immense majorité des familles, parce que c'est surtout des familles que ça vient, l'immense majorité des familles est acquise à l'idée que l'école, c'est trop précieux pour qu'on aille perturber la scolarité des élèves. Vous dites que ça vient des familles, mais il y a aussi une part, peut-être serez-vous d'accord, d'entrisme islamiste pour pousser les jeunes femmes à porter l'abaya à l'école. Est-ce que vous reconnaissez cette part d'entrisme islamiste ? Sûrement, il y a des groupes de pression et des groupes de pression dans tous les sens. Il n'y a aucune raison pour que ces groupes n'existent pas là. N'est-ce pas ? Il faut comprendre une chose. Je crois qu'on a le devoir d'entrer dans la question fondamentale qui est derrière tout cela. La France, que ces jeunes filles vont habiter, dans laquelle elles vont vivre, et dont elles vont être une partie prenante, agissante et vivante. La France n'est pas seulement des règlements, des lois. La France, c'est aussi une manière de vivre, des coutumes. Des mœurs Donc c'est une question de mœurs avant d'être une question de laïcité ? Mais la laïcité fait partie. J'entends bien. Mais est-ce que là, c'est d'abord des mœurs ? De ce patrimoine vivant. C'est la transmission de ce patrimoine qui compte. Et l'identité d'un pays, cet ensemble de valeurs, de manières d'être, de manières de vivre, est infiniment précieuse. Et si l'on n'y prend pas garde, alors il y a des mouvements très violents qui se développent, qui sont des mouvements au fond, le sentiment d'être assiégé.
Mais comment on fait, François Bayrou? Là, pardonnez-moi, vous parlez des mœurs françaises. Vous voulez me laisser aller jusqu'au bout de... Oui, mais qu'on comprenne, quand il y a d'autres mœurs face à ces mœurs-là, comment... Eh bien, on défend le patrimoine. J'ai, dans un livre, il y a quelques années, rappelé qu'il y a des pays africains dans lesquels l'identité de la communauté que nous formons tous ensemble est inscrite dans la Constitution. C'est légitime de défendre et transmettre ce patrimoine qui est un patrimoine moral et un patrimoine de coutumes, de manière de vivre. Et ce patrimoine-là, on doit s'y intégrer. La conduite selon laquelle tout est question de liberté individuelle ne me paraît pas, sur le fond, la seule... Mais est-ce que les conditions de l'intégration sont aujourd'hui rassemblées? C'est-à-dire, en certains quartiers, les changements démographiques sont tels que les porteurs, appelons ça de la culture, les mœurs françaises telles que vous les indiquez, sont quelquefois en minorité. Ou alors c'est simplement le professeur. C'est l'institution, mais ce n'est pas nécessairement la population. Est-ce que ce changement démographique entraîne un changement d'identité? J'ai très souvent défendu l'idée que tout était une question de proportion. Lorsque vous êtes une communauté et que vous êtes rejointe par des femmes, des hommes, des familles qui sont à l'intérieur de la communauté en nombre équilibré, alors tout se passe très bien. Cet équilibre est rompu aujourd'hui? Tout se passe très bien. Lorsque l'équilibre est rompu, quelles que soient les questions de religion et de culture, j'ai pris comme exemple Mayotte. Oui, mais parlons de la France. Île française, département français, formé des familles et de la culture des Comores, se voit rejointe, et certains diront envahie, par le nombre de Comoriens qui viennent s'installer illégalement dans le pays. C'est la même religion. Mais diriez-vous la même chose à la métropolitaine? Ça veut dire que Mayotte, vous voyez des équivalents de Mayotte? Ne parlez pas tous ensemble. Mais une question, pas à faire... qu'on se rejoint. C'est pas la même question. Est-ce que Mayotte, ce sera l'avenir du reste du territoire français? S'il faut que je mette de l'ordre dans cette émission, je vais le faire. Je vous en remercie. On vous attendait. Voilà. On vous attendait. Pour votre bien-être. Donc, si vous prenez les Antilles, la présence en Guadeloupe, par exemple, de nombreuses personnes d'origine haïtienne, c'est la même histoire. Ce sont les mêmes cultures. Et cependant, la déstabilisation est très importante. Donc c'est une question de nombre. Et on pourrait dire la même chose en Guyane. Donc la question de l'équilibre... Et en métropole, est-ce qu'il y a des équivalents des exemples que vous citez? Parce que là, vous citez des exemples. Mayotte. Mais pour ma part, je refuse de faire une obsession de la question prise sous cet angle-là. Mais qui est obsédé par cela? Je pense, peut-être vous par exemple. C'est un ministre, pardonnez-moi, c'est un ministre qui a annoncé l'interdiction de la baya. Oui, mais, il est obsédé par cela? Vous voyez, non. Il y a des secteurs entiers de l'opinion, il y a des courants d'opinion pour qui cette question est devenue obsessionnelle. Alors vous me demandiez... où est la clé? Si la société française, si la France se portait bien, si elle avait l'économie qu'elle mérite, le dynamisme économique, mais nous n'en sommes pas là. La création d'emplois, l'éducation, l'éducation nationale. Mais en ce moment. Eh bien, donc, ce qui ne va pas, c'est que vous me demandiez quelle est la clé de l'intégration. La clé de l'intégration, c'est la santé de la France. Si la France est en mauvaise santé, l'intégration se passe mal. Vous avez parlé de proportions. Oui. Avec raison, vous parlez du nombre avec raison. Est-ce que cet équilibre, est-ce que ces proportions sont respectées en France ou est-ce que l'équilibre est rompu en France métropolitaine? Non, je pense que les proportions sont respectées, mais il y a des endroits, des lieux, des poches, des territoires dans lesquels, en effet, cette proportion est... déséquilibré. Donc les proportions sont respectées, sauf en certains territoires où elles ne le sont pas. Oui. Autrement dit, les proportions ne le sont pas en plusieurs parties du pays. Si vous avez envie de tirer dans ce sens-là, vous pouvez le faire. Mais moi, j'essaie d'avoir un langage
qui va vers les solutions plutôt que vers l'exaspération. Est-ce qu'on peut en parler du niveau en fonction des professeurs? Parce que c'est quand même ça le plus important. Nous avons parlé de démographie, de nombre de population. Il y a une rentrée qui a posé problème sous l'angle de l'abaya. C'est pour ça qu'on en parle. François Bayrou, ce n'est pas du tout une obsession, mais pour certains professeurs, c'est même une inquiétude. Ils n'avaient pas de règles claires. Eh bien, maintenant, ils en ont une. Donc, est-ce que pour vous, ça veut dire que c'est réglé? Parce que d'autres estiment peut-être qu'il faut aller jusqu'à l'uniforme, justement, pour ne plus avoir ce genre de problème. Mais on peut envisager la question de l'uniforme. Il faut que ça vienne des établissements eux-mêmes. Je lis quelquefois, on va revenir à l'uniforme. Il n'y a jamais eu d'uniforme dans l'école publique française. Jamais. Il y avait la blouse grise pour les garçons et rose ou bleu. C'est des souvenirs d'enfance que j'ai dans les yeux, rose ou bleu pour les filles. Il y avait une blouse. Est-ce que des établissements peuvent demander à avoir l'uniforme? Ben oui, bien sûr. Mais est-ce que vous êtes favorable pour une généralisation? Mais le généraliser, l'idée qu'il faut tout généraliser est une idée que l'on doit prendre avec précaution, avec réserve. Si des établissements souhaitent le faire, quel que soit le quartier. J'ai vu des déclarations qui disaient qu'il faut faire ça dans les quartiers politiques de la ville, comme on dit, les quartiers populaires. Prioritaires, oui. Prioritaires. Non, si on le fait, il faut ouvrir cette possibilité partout. Il n'y a pas de raison d'ajouter à cette question, une question culturellement difficile, une ségrégation par les résultats ou par le milieu socioculturel dans lequel on vit. On va continuer à en parler, on marque une courte pause. Il y a de très très nombreux défis, évidemment, à l'école en cette veille de rentrée. C'est au l'ancien ministre de l'Éducation nationale qu'on pose cette question. Et puis d'autres sujets à venir. A tout de suite sur CNews et Europe 1. Le grand rendez-vous, CNews Europe 1 avec notre invité François Bayrou. Il est haut-commissaire au plan, il est maire de Pau et également ancien ministre de l'Éducation nationale. Et à ce sujet, François Bayrou, il y a 22 ans, vous diffusiez une circulaire interdisant le port de signes ostentatoires à l'école. La circulaire visait... Un peu plus de 22 ans, je crois. Exactement. Ne m'obligez pas à rappeler 28 ans, l'élégant. Visait le foulard. Et la polémique avait commencé, rappelons-le, dès 89 avec l'affaire des collégiennes de Creil. Il y avait eu énormément de polémiques à l'époque. La gauche, évidemment, n'avait pas suivi cette circulaire. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous dites que les choses se sont aggravées? Non, je ne dirais pas ça. Vous voyez bien, la société française, comme toutes les autres sociétés occidentales, est en perte de repères. Elle se trouve profondément déstabilisée dans sa manière de vivre et dans ses manières de croire en quelque chose qui réunit les Français. Toutes les sociétés occidentales. Évidemment, c'est encore plus difficile lorsqu'on se trouve devant des chocs culturels, des traditions culturelles, des traditions religieuses, des manières d'être, des manières de vivre, des manières qui donnent le sentiment que plus rien ne sera comme avant. Et plus rien ne sera comme avant, c'est un sentiment que les êtres humains ne peuvent pas supporter. Ils ont besoin de la certitude que ils vont pouvoir transmettre quelque chose de ce qu'ils ont reçu à leurs enfants. Et c'est précisément sur ce point qu'il faut les rassurer. Je crois, mais vraiment à la différence de beaucoup sans doute, je crois que sur cette question d'immigration, quelles que soient les générations, si les personnes travaillent, ça renvoie à l'économie. Si les personnes maîtrisent la langue française, celles qui ne la parlaient pas et celles qui la parlent ou qui devraient la parler de naissance, si j'ose dire. Un grand nombre des violences urbaines, comme on dit, tous ceux qui ont regardé savent qu'il y a des adolescents ou des jeunes adultes qui sont incapables de traduire ce qu'ils ressentent. Et donc ça fait des violences. C'est de la psychologie élémentaire d'une société dans laquelle on vit. S'il y a la compréhension que
les manières de vivre d'un pays font partie intégrante de... Mais pourquoi n'y a-t-il pas cette compréhension ? Son équilibre. Pourquoi n'y a-t-il pas cette compréhension, justement ? Et une parenthèse, vous dites tradition en parlant peut-être de l'abaya, mais est-ce une tradition ou est-ce une offensive islamiste ? Oui, sans doute les deux. Ce sont des phénomènes de bord, hein, de limite. Bien sûr qu'il y en a. Le très grand travail que nous avons à faire, c'est que tout le monde dans la société française comprenne et mesure que nous avons un patrimoine, que ce patrimoine fait partie intégrante de notre avenir. Mais oui, mais ça ne se décrète pas. Est-ce qu'il est attaqué, ce patrimoine ? Parce que ce qui n'est pas un phénomène de bord par rapport à l'époque où vous étiez ministre de l'Éducation nationale, c'est que le nombre d'atteintes à la laïcité augmente. C'est ce que dit aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale. Il y a davantage d'atteintes à la laïcité dans les établissements. Comment on lutte contre ça ? Il y a toujours eu, alors peut-être... Il y a toujours eu, mais il y en a plus moins gravement. Il y en a. Pardonnez-moi, il y a un professeur qui ne va pas faire sa rentrée cette année. C'est Samuel Paty. Et de ce point de vue-là, je trouve souvent que son souvenir est trop oublié. Et que ce jeune homme a perdu la vie simplement parce qu'il croyait aux valeurs qu'il enseignait. Il est oublié peut-être aussi parce que son nom n'est pas accolé à certains collèges et qu'on le refuse. Il y a la peur. La peur, c'est l'idée. Ça, vous l'avez noté. Quand on dit on pourrait nommer un lycée Samuel Paty, la réaction, c'est pas le nôtre, on a peur d'être attaqué. Oui. C'est une peur pour sa propre vie. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Permettez-moi de dire que nous n'y arriverons pas si nous présentons les choses comme perpétuellement et gravissimement exacerbées. Est-ce qu'il y a des attaques ? Bien sûr qu'il y en a, dans tous les sens. Est-ce qu'il y a des incompréhensions brutales ? Bien sûr qu'il y en a, dans tous les sens. Mais je ne crois pas que la présence de l'islam en France soit une présence profondément agressive. Il y a des éléments d'agression. Mais on vit très bien. Je suis maire d'une ville dans laquelle, forcément, il y a des quartiers, comme on dit, et il y a des communautés différentes, et il y a des dizaines de nationalités dans ces quartiers-là. Bien sûr. Mais cependant, on arrive à vivre ensemble. Alors, c'est pas facile. Mais l'islam, c'est bien intégré à la France ? Il y a 90% des musulmans français qui sont bien intégrés à la société française. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion de la part de certains entre islam et islamisme, puisque vous parlez d'obsession, certains ont cette obsession. Et puis qu'avez-vous pensé, M. Bayrou, de la réaction d'une partie de la gauche, puisque là vous appelez à transcender toutes ces questions, mais une partie de la gauche et la France insoumise a quand même parlé de stigmatisation et même d'islamophobie de la part du ministre Gabriel Attal. Vous pensez qu'il est possible de composer Je pense qu'une partie de la gauche avec ce système politique est obsédée par l'idée que c'est dans ces quartiers et dans la minorité la plus déstabilisée de ces quartiers qu'elle va trouver son futur électorat. Cette partie de la gauche a une stratégie qui est d'identifier ces quartiers au lumpen prolétariat, comme on disait dans les temps révolutionnaires ou marxistes d'autrefois, et que c'est là qu'ils vont trouver leur réserve électorale. Je suis persuadé qu'ils se trompent. Mais vous voyez bien, si vous regardez l'échiquier politique... Donc c'est de l'électoralisme opportuniste. Il y a évidemment ça. De même qu'il y a symétriquement sur l'autre côté, c'est-à-dire du côté des extrêmes droites, parce qu'il y a plusieurs extrêmes droites, il y a une partie de ceux-là qui se disent que là est le sujet qui va les porter au pouvoir. Et moi, je pense que notre devoir... Alors je ne parle pas d'opportunités de plus de vote dans des circonstances électorales. Notre devoir, c'est de faire en sorte que la compréhension réciproque l'emporte sur l'exaspération réciproque. Mais pour cela, il faut des politiques claires. Vous dites que c'est le cas avec Gabriel Attal. Reconnaissez, M. Bayrou, qu'avec l'ancien ministre de l'Éducation, Papa Ndiaye, qui avait dit qu'il n'allait pas aller jusqu'à mesurer la longueur des robes, on a de quoi être perdu. Est-ce que le président est sur la ligne ? On a compris aujourd'hui qu'il est sur la ligne, en tous les cas, de son ministre de l'Éducation. Mais comment on peut passer de Papa Ndiaye, de Gabriel Attal sur cette question, comme ça, en quelques semaines ? Excusez-moi, j'ai aucune envie
de stigmatiser des ministres de l'Éducation successifs. Dans le JDD, Éric Ciotti décrit Papa Ndiaye comme wokiste, d'extrême gauche, complaisant avec le communautarisme. Je ne crois aucun des trois. C'est un homme que j'ai rencontré, que j'ai écouté. Je pense qu'il était profondément républicain, qu'il est profondément républicain, parce qu'il est en fonction maintenant dans d'autres fonctions. Et j'ai aucune envie de faire monter cette Il a suffisamment soutenu les professeurs sur cette question ? Est-ce que la société française soutient suffisamment les professeurs ? Pas sur cette question. Jolie pirouette pour ne pas vous répondre, non. Bayrou. Pas sur cette question seulement, mais sur leur métier, sur son exercice. Parlons-en. Regardez, M. Bayrou. Mais la question qui se pose quand même à travers cette question, c'est la ligne du président. La ligne du président qui semble quand même, à travers ces deux ministres radicalement, sensiblement opposés, disons, dans leur ligne vis-à-vis de la laïcité. Je pense que la ligne du président de la République est très claire. Il l'avait exprimée en nommant Jean-Michel Blanquer comme son premier ministre de l'Éducation. Oui, là, et Jean-Michel Blanquer a fait 2 années vraiment excellente. Après, donc la parenthèse Papa Ndiaye est oubliée, c'est ce que vous dites. Non, c'est pas une parenthèse. Donc Blanquer, Papa Ndiaye, Attal, continuité? Non, chaque fois il y a des nuances. Les ministres de l'Éducation qui m'avaient précédé n'étaient pas exactement comme moi, et ceux qui m'ont succédé n'étaient pas exactement comme moi non plus. Disons qu'il y a une ligne Chevènement, Bayrou, Blanquer, qui est une ligne très centrée sur les fondamentaux de l'école. Et Papa Ndiaye participait à cette ligne. Sur les fondamentaux et le savoir, je crois que oui. Sur la laïcité. Vous en êtes certain? Oui, je crois. Ouais, j'en ai parlé beaucoup avec lui. Je pense que, et sur la comme laïcité, toujours, c'est quelqu'un qui était sensible au sentiment des minorités. Et comment, quand vous êtes enseignant, ne pas être sensible aux minorités? Mais était-il sensible aux défis des professeurs, M. Bayrou? Oui, je crois que oui. Bon. En tous les cas, il n'est pas resté à son poste. On y reviendra dans une seconde. Moi, je veux dire que il y a des réflexes qui consistent à penser perpétuellement que les professeurs ne travaillent pas assez. On entend ça tout le temps, qu'il suffirait... Moi, je voudrais que ceux qui les critiquent comme ça aillent passer 15 jours devant une classe. Qu'ils mesurent réellement ce qu'est le travail d'investissement, préparation des cours, maîtrise des classes quand ça commence à bouger, correction des copies, conseil de classe, réception des parents, agression des parents assez souvent. Je voudrais que tous ceux qui les critiquent aillent se confronter à la réalité comme elle est. Et c'est ce qui explique probablement aussi en partie la pénurie justement de ces enseignants à la rentrée. On va continuer d'en parler, on va marquer une courte pause. Et puis, je vais dire, la politique pure, vous avez participé à une rencontre de Saint-Denis avec Emmanuel Macron et les chefs de parti. Alors, tout a été dit. Vous allez nous dire ce qui s'est vraiment passé ? Oui, parce que j'y étais, donc c'est plus pratique, n'est-ce pas ? À tout de suite. En direct, bien sûr, merci de votre fidélité en ce dimanche pour le grand rendez-vous avec notre invité François Bayrou qui était présent aux fameuses rencontres de Saint-Denis. Alors c'est vrai que ces rencontres entre Emmanuel Macron... On n'a pas fini avec l'éducation, il faut 2 phrases. Allez-y, je voudrais dire 2 phrases. Le premier métier de l'école, la première mission, sa vocation, c'est la transmission de la culture générale. La transmission des connaissances, d'un patrimoine de connaissances et de maîtrise des fondamentaux. Et on croit que c'est distinct de l'éducation civique, du vivre ensemble. C'est la même chose. Mais est-ce que cette mission est aussi bien assurée qu'il y a une génération ou 2 générations? Non. C'est ça la vraie question. Non, j'ai écrit il y a très longtemps un livre qui s'appelait « La décennie des malappris », dont vous vous souviendrez peut-être. Oui, je pense que nous avons des problèmes de transmission, que ces problèmes de transmission des connaissances et des fondamentaux, elles se posent, y compris techniquement, pédagogiquement, en termes nouveaux, qu'on ne sait pas traiter. On vient souvent avec des idéologies
qui sont à côté de la plaque parce qu'elles ne réussissent exemple pas. l'idéologie le président a dénoncé dans une longue interview au Point, le pédagogisme. Est-ce que le pédagogisme, justement, est une de ces idéologies? L'idée que tout est dans la pédagogie et une pédagogie définie d'en haut, je suis pour un travail sur la pédagogie partant de la base, des réussites dans chaque classe. On a tous connu des profs formidables, simplement personne ne sait qu'ils existent. L'administration ne les repère pas. Et donc il est impossible, ne les ayant pas repérés, de répandre leur savoir-faire, de suivre les méthodes qu'ils ont élaborées eux-mêmes. Et donc je crois que c'est cela que le président de la République appelle le pédagogisme, un parti pris de pédagogie défini d'en haut. Oui. Et défini très souvent Vous nous dites que la priorité de l'école, oui, c'est d'apprendre à lire, à écrire, à compter. Mais pardonnez-moi, ça peut paraître évident, mais c'est mieux en le disant. C'est d'apprendre la lecture, la maîtrise de l'écrit, la maîtrise de l'oral, la capacité d'expression, et puis aussi un certain nombre de règles de la vie en commun. Mais c'est beaucoup et peu à la fois, si vous me permettez. Je veux dire, normalement, quand on se représente l'idée du petit enfant français à l'école des hussards noirs de la République, on espérait davantage qu'il apprenne simplement à s'exprimer correctement. On espérait qu'on lui transmette une culture littéraire, historique. Mais vous êtes en train de découper en tranches quelque chose qui ne doit pas être découpé. La culture générale ne se divise pas. Quand le président parle ou rappelle, parce que c'est déjà sans doute, ça a été rappelé dans d'autres programmes, y compris sous ma responsabilité, que l'histoire, ça doit s'apprendre avec des repères dans le temps, avec une chronologie, et de savoir que Louis XIV, c'est pas le XIVe siècle, et que Louis XV, c'est pas le XVe siècle, et que simplement on arrive à se repérer dans les générations. Tous ces temps-là sont proches de nous, mais les élèves n'en ont aucune idée. Pour eux, c'est très très loin. Je suis persuadé que on peut trouver des terrains d'entente en partant de la pratique des profs qui réussissent et qui sont nombreux et qui sont désespérés souvent parce que personne ne voit les efforts qu'ils font. Et au contraire, on continue à les accabler de soupçons qu'ils ne travaillent pas, qu'ils devraient faire beaucoup plus d'heures qu'ils ne font. Ce qui n'est pas Vous prenez juste, un retour aux fondamentaux. Ce qui n'est pas juste pour eux. Au moment où certains parlent du fait qu'il faille aussi intégrer plus d'éducation sexuelle et d'autres choses, vous dites non, la priorité, est-ce que c'est bien ça? Je pense que la priorité, c'est l'instruction, au fond. L'instruction, les n'est pas un gros mot dans votre bouche. La transmission des connaissances et la transmission des langages, des méthodes, des pratiques. C'est ça l'essentiel. Et je crois qu'on peut y arriver. J'ai une grande différence avec la plupart de ceux qui s'expriment sur l'éducation. Moi, vous avez vu, beaucoup de personnalités s'expriment encore hier à la une. Je pense qu'on peut y arriver. Je pense que les progrès sont à portée de la main. En attendant, les ministres passent et le niveau d'éducation baisse. Donc, comment se fait-il qu'on n'y arrive pas? Eh bien, parce que personne ne prend la mesure du défi. Ah bon? Il n'y a même pas le président de la République? Si, c'est exactement. Vous avez cité ces propos. J'étais très content qu'ils disent qu'au fond, l'éducation appartenait désormais au domaine réservé. Alors c'est assez étonnant. On dirait que c'est le premier prof de France qui s'exprime, que l'éducation je trouve ça vraiment très bien. Est-ce que ça va changer concrètement? Le président de la République, c'est quelqu'un qui doit se sentir en charge de l'essentiel. Il doit penser l'avenir, j'espère l'y aider avec le plan à 20 ans ou 30 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il doit penser les problèmes de défense, les problèmes de choc géopolitique des grandes entités, et il doit penser l'éducation parce que c'est la même chose. Mais est-ce que ce n'est pas la possibilité même de l'enseignement qui est compromise aujourd'hui? Je m'explique. Un professeur, dans sa classe, des élèves très souvent turbulents, qui ne respectent plus spontanément l'autorité, qui ont été écranisés, c'est-à-dire une bonne partie de leur attention est centrée sur les différents écrans qui meublent leur vie, et qui doutent quelquefois de est-ce que la parole de cet homme ou de cette femme vaut autant que celle de toutes les autres sources d'influence possibles? Est-ce que la possibilité même du métier d'enseignement aujourd'hui n'est pas fragilisée? Elle est fragilisée, et c'est là une raison précisément pour laquelle il faut qu'on reprenne les choses en main. Je prends les deux questions que vous indiquez.
les écrans. Dans la Silicon Valley, comme vous savez, comme quelques-uns le savent, les enfants de ceux qui sont les praticiens et les inventeurs de l'Internet, ils sont dans des écoles où les écrans sont interdits. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris quelque chose. L'écran, il vous transmet des informations sans que vous ayez d'effort à faire. Vous voulez dire qu'ils appliquent à leurs enfants ce qu'ils ne... Oui, ils appliquent à leurs enfants. C'est comme mettre ses enfants à l'école privée alors qu'on fait la promotion de l'école publique. Exactement. Ça peut arriver. L'école alsacienne. Par exemple. Entre autres. C'est pas une obsession, je vous rassure. Et donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, est-ce qu'on peut se contenter de baisser les bras quand des élèves sont en situation de rupture avec l'éducation ? Je ne le crois pas. J'ai défendu, et je suis prêt à défendre encore, l'idée que j'avais appelée le collège hors les murs. C'est-à-dire, on ne peut pas accepter que tu restes dans la classe pour mettre le bazar dans la classe. On va te proposer une démarche extérieure à l'établissement, et puis tu reviendras après quand on aura réussi à te transmettre... on n'arrive pas à... Voilà. Quand on a été ministre de l'Éducation un jour, maintenant. on le reste pour toujours. Oui, hein. oui, Bon. je crois. Mais je m'adresse à l'ancien En ministre, tout cas, ceux qui ont aimé ça. au maire Il y en de a Pau. plein qui n'ont pas aimé. Je vais vous demander la liste si vous Non. m'y encouragez. Les rencontres de Saint-Denis, vous y avez participé avec Emmanuel Macron et les différents chefs de parti représentés au Parlement. C'est peu de dire, M. Bayrou, qu'elles ont été diversement appréciées. Il y a le porte-parole du gouvernement qui parle de rencontres historiques et puis vous avez l'opposition, notamment à gauche, qui dit tout ça pour ça, la montagne a accouché d'une souris. Mais vous, qu'est-ce que vous diriez ? Vous y étiez. Je ne crois pas que votre compte-rendu soit exact. Alors, je vais vous faire le mien. D'abord, j'ai beaucoup aimé l'expression d'un grand journal du soir qui a dit « la nuit du 30 août », par référence à la nuit du 4 août 1789, dans laquelle on a aboli les privilèges. Là, on est entré enfin de plein pied dans une question centrale qu'on ne traite pas depuis des décennies et qui est celle de la gestion du pluralisme dans un pays comme la France. On continue à vivre avec l'idée qu'il y a deux blocs, les pour et les contre. Or, la France, ça n'est plus ça. Ça a profondément changé. Le bipartisme est mort, Oui. enterré, j'espère, et on a bien fait de le faire, et j'ai milité beaucoup pour ça. Et nous sommes maintenant devant l'obligation de reconnaître que la société française a des sensibilités différentes. Monsieur Bayrou, obligation, parce que nous avons un président sans majorité absolue qui n'a pas le choix que de faire des compromis. Oui, je vous la présente un peu plus... Je pense que vous vous trompez. Ce n'est pas le cas. Je pense que vous vous trompez. Il a une majorité absolue. Il se trouve que j'ai, au cours des années, beaucoup parlé de ce sujet avec lui, et que toutes les tentatives qu'il a faites, le grand débat, le Conseil de la refondation et cette initiative de Saint-Denis, toutes ces initiatives allaient dans le même sens. Essayer de saisir le pouls vivant du pays pour que les gens de la base qui ont des identités politiques différentes, ébauchées, jamais les mêmes, puissent se reconnaître dans le rapport avec les pouvoirs. Elles ont un autre point commun, ces initiatives, c'est qu'elles contournent toutes les institutions. Non, pas du tout. Ah ben, Vous vous trompez complètement. Ah bon ? Excusez-moi, il n'a jamais été question, et il ne sera jamais question, que ces initiatives remplacent le Parlement, sa délibération, ses votes et l'établissement de la loi. Après ce qui s'est passé avec la réforme des retraites, permettez-nous de poser la question quand même. Monsieur Bayrou. Vous voulez qu'on s'arrête une seconde sur la réforme? Ça a laissé des traces, des cicatrices, des blessures. La réforme des retraites est une chance manquée. Je l'ai dit tout au long de cette... Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fourni aux citoyens les informations sur la réalité des retraites. Vous l'aviez dit très en amont. Oui, des mois de débat. Des mois avant. Ont été données ces informations. C'était à l'exécutif de vous écouter. Elles n'ont pas été données, d'ailleurs par vous en parce que les institutions officielles des retraites ont passé des années à dire qu'en fait, il n'y avait pas de problème. Que c'était à l'équilibre. Même, disait-on, que c'était excédentaire. Que le régime des retraites en France était excédentaire. Et toutes les oppositions se sont branchées évidemment sur ces informations-là, même s'ils soupçonnaient qu'elles étaient biaisées. Mais comment voulez-vous que
l'esprit public progresse, Intéressant. se forme une idée, Alors, si on ne lui donne pas les vraies est-ce qu'il faut plus de temps pour cela? Est-ce que cette phrase vraiment, qui a été rapportée, qui a fait couler beaucoup d'encre, est-ce qu'Emmanuel Macron l'a dite, peut-être devant vous? C'était une réponse à une question de Jordan Bardella sur le septennat unique, et Emmanuel Macron aurait dit ou a dit « Ne pas pouvoir être réélu est une funeste, pardonnez-moi, connerie ». C'est le cas, ça a été prononcé? Moi, je n'ai pas entendu ça. Ah, vous étiez Vous avez présent. entendu quoi? Monsieur Vous avez Bayrou. entendu quoi si vous n'avez pas Non, entendu parce ça? que vous savez, il y a des sourires, il y a des échanges. C'était une table comme celle-ci. Hein. Mais comme vous êtes très attentif à tout, Oui, je suis attentive, mais Ça correspond à l'état d'esprit du président? bon, tous les présidents, j'imagine, se disent que toute limitation temporelle à leur mandat est en effet pas la meilleure idée possible. Mais c'est comme ça. Et c'est très bien que dans les sociétés politiques, on fixe des termes de cet ordre. d'accord, donc vous ne regrettez pas qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter en 2000 Non, je pense il a intégré depuis le premier jour que c'était 10 ans et pas un jour de plus. Bien. Sauf à être réélu après, dans une autre élection. Donc, et je ne crois pas, moi, que cet homme jeune quittera la scène politique comme ça 45 ans. pour aller, comme on dit, Il aurait faire pu. des affaires. Bien. Je ne crois pas ça une seconde. Il ne me l'a jamais dit. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que le jour où il quitte le pouvoir, il pense déjà de quelle manière y revenir? Le jour où il quittera le pouvoir, il restera un leader démocratique français et européen. En attendant, sa succession est ouverte, hein, c'est même une guerre, une bataille, vous choisirez votre mot, on va en parler. Peut-être faites-vous partie de ceux qui sont sur la ligne de départ, Monsieur Bayrou. À tout de suite sur CNews et Europe 1. Le grand rendez-vous sur CNews et Europe 1, nous parlions des suites des rencontres à Saint-Denis entre le président de la République et les différents chefs de parti représentés au Parlement. On va vous laisser raconter de l'intérieur ce qui s'est passé. François Bayrou, une question parce que le RN exige un référendum sur l'immigration, la droite le souhaite également, et vous? On ne peut faire un référendum que sur une loi. Vous ne pouvez pas poser une question en disant « Est-ce que vous êtes pour ou contre la pluie ? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'inflation ?» Non, mais bien sûr, mais il y aurait un texte. Et donc un texte, encore faut-il que le texte soit élaboré. Je vous rappelle que ce texte, c'est une initiative qui doit être prise par le gouvernement ou par Mais les s'il y deux a un texte, assemblées. est-ce que vous êtes favorable? Et c'est le président de la République qui décide. Interroger les Français sur une question tout à fait légitime. Ouais, je suis prudent. Pourquoi? En face des questions qui déchaînent les passions. Ah, mais il faudrait poser des questions Dans le sur, référendum, non. qui n'intéressent pas Dans les le Français. référendum, je pense que ce sont des questions qui sont explosives. Et j'ai pas envie d'exploser. Si on trouve un texte équilibré, pourquoi pas? Mais la tentation sera grande à cet instant-là de transformer le référendum en plébiscite d'approbation minoritaire et de désapprobation majoritaire. Faisons fi de cela. Qu'est-ce qui fait peur? Pourquoi on a du mal à interroger les Français sur un sujet aussi important? Parce qu'on a pris l'habitude de lier le référendum au sort du président de la République et que c'est donc une question pour ou contre le président de la République. Et au lieu de traiter du fond, j'espère qu'on trouvera des sujets sur lesquels... Je pense par exemple, je l'ai dit je crois à votre micro, que les retraites auraient fait un remarquable sujet de référendum à condition que tout le monde ait été associé à l'information, les citoyens, chez eux, et que tout le monde ait été associé à la réflexion sur l'élaboration des textes. Donc je comprends que pour vous, la question des retraites était moins explosive que l'immigration? Oui. Pourquoi? L'immigration, vous savez bien, c'est passionnel, c'est épidermique, ça fait appel à des choses très profondes et très explosives. Mais que redoutez-vous plus dans la exactement? sensibilité. Et c'était très drôle, vous parliez de ces rencontres de Saint-Denis, de cette nuit du 30 août. C'était très drôle parce que, à un moment... Alors, le cadre d'abord. Ces gens-là ne s'étaient jamais rencontrés. Ils n'avaient jamais parlé ensemble. C'est-à-dire qui? Manuel Bompard, Jordan Bardella, Bompard, Marine Tondelier, Fabien vous-même Roussel, moi-même, Édouard Philippe et Stéphane Séjourné, et Éric Ciotti, les chefs de parti qui ont des élus au Parlement des courants profonds de la nation. C'est quand même quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête. Ces femmes et ces hommes-là s'étaient jamais rencontrés, n'avaient jamais parlé ensemble
et c'est le président de la République qui les réunit pour qu'ils échangent. Et pour quel résultat, et c'est magnifique. On a tout le temps. Peut-être un jour on constatera qu'il n'y a pas eu de résultat. Contexte inflationniste, les prix explosent, les défis à la rentrée. Qu'avez-vous décidé au lieu de parler ? On n'a pas décidé, et c'est trop rapide quand on est journaliste, de dire « mais alors, qu'est-ce que vous avez décidé ?» C'est un très grand progrès que le président de la République, au lieu d'être caricaturé en chef de clan, apparaisse comme ce qu'il doit être, c'est-à-dire le fédérateur du pays. C'est ce président Pour moi, qui ne croyait pas dans les corps intermédiaires. Mais les partis politiques sont des corps intermédiaires dont il faut tenir compte. Mais les autres aussi, conversion. Les syndicats aussi. Pas imaginable qu'il y ait une convention sociale sans que les syndicats y soient forcément associés. Donc déjà, c'est inédit pour vous. C'est inédit. L'événement lui-même est un progrès. Mais l'événement dit quelque chose de très profond. Et personne n'est parti. Il n'y a pas eu la politique de la chaise vide. Ça, vous l'avez souligné. Aucune, et 12 heures de temps, et avec des zones d'accord incroyables sur la politique étrangère. Incroyables. Oui. On espère que ces domaines fassent consensus. Un an avant... Oui. Sur l'Ukraine, par exemple, vous auriez eu des confrontations extrêmement brutales. Et c'est un sujet majeur. Et là, chacun des intervenants a dit « on est d'accord ». Mais ce matin, les Français qui nous regardent, Monsieur Bayrou, je suis obligé d'en parler quand même, les prix des fournitures scolaires, les prix à la pompe. Tous ces sujets ne se traiteront pas si nous ne sommes pas capables d'entrer dans une nouvelle période démocratique, autrement ça cassera. Il y a un avant et un après la nuit du 30 août. Il y aura un avant et un après. Sonia Mabrouk, la démocratie est mise en cause partout sur la planète. Partout, il y a des gens qui disent « écoutez, c'est absolument pas efficace votre truc. Qu'est-ce que ça veut dire de parler si longtemps ?» Vous, au bout de 12 heures, vous dites « mais vous n'avez pas obtenu les résultats. » On est entré dans une démarche inédite. C'est la première fois dans l'histoire. C'était totalement inattendu, y compris des participants qui avaient dit on ne viendra pas ou on s'en ira si on doit manger, enfin des trucs de cet ordre qui étaient un peu caricaturaux. Et tout le monde a participé à cet échange. Et d'ailleurs, vous aurez noté que même de la part des oppositions, les réactions sont modérées, équilibrées. Donc vous souhaitez qu'il recommence, en fait. Pas agressifs. Non, qu'il refasse cet exercice régulièrement. Ça continue. Qu'on entre dans le profond des choses. Par exemple, on a beaucoup évoqué les institutions, le fonctionnement de la démocratie, les référendums. Quelles précautions pour qu'un référendum soit utile ? Ça nécessite beaucoup de travail. Comment toutes les formations autour de la table, si je ne me suis pas trompé, toutes ont considéré que l'idée d'une loi électorale juste qui permette de représenter le pluralisme était très importante. Toutes les formations. Un an ou deux avant, on n'aurait pas eu ce genre de... Il y avait quelques participants qui avaient peut-être d'autres idées dans la tête. Permettez-moi de le dire, peut-être. Un ancien Premier ministre, prénommé Édouard Philippe, vous allez voir, dans un sondage qui est en pole position pour représenter la droite en 2027. Quand vous l'avez face à vous, que vous le regardez, vous dites que c'est potentiellement peut-être le prochain président ? Je trouve que quand j'ai vu cette nouvelle ce matin, je me suis dit, on va recommencer ça. Ah oui, vous avez les sondages, sans aucune exception sur les dernières élections présidentielles, se sont trompés chaque fois gravissimement. Et on comprend très bien pourquoi. Mais vous comprenez sa popularité ? Oui, mais c'est quelqu'un d'estimable, qui a exercé, qui a été Premier ministre, et qui donne une idée positive de ce qu'est un responsable politique. Il a l'étoffe d'un chef d'État ? Vous dites qu'il est estimable, mais est-ce qu'il a l'étoffe d'un chef d'État ? Je ne veux pas me prononcer sur ces sujets. La question, c'est est-ce que les futurs candidats, ceux qui participeront à ce débat de l'élection présidentielle, est-ce qu'ils sauront comprendre le pays ? Parler de... Vous remarquez qu'il se manifeste en ce moment. La liste est longue. Je vais employer un mot... Gérald Darmanin, Bruno Le Maire... Lui parler de son âme. Mais vous sentez que la course est commencée ? Parler, bien sûr, elle ne cesse jamais, la course. Parler au pays
de son âme, de ce qu'il est, Monsieur à chaque famille J'entends. de ses raisons Il de reste, vivre. s'il vous plaît, Et 10 de- secondes. Est-ce que vous parlez à l'âme de ce pays? Est-ce que vous serez le candidat qui va parler à l'âme de ce pays? Vous voyez, c'est un slogan presque. Non, Et vous? c'est l'élection majeure et principale. Alors j'ai lu dans un commentaire qu'il y avait l'usure du temps. Vous n'excluez Et rien? moi, je crois que c'est exactement le contraire. Bien. Ah. Le temps et l'expérience, Vous n'excluez pas de vous présenter dans en les 2027. années dans lesquelles nous allons entrer, c'est une chance. On a vécu, On arrive à la fin, Monsieur Bayrou. on a vécu des périodes, mais rarement des périodes aussi difficiles que maintenant. Et après, dans 4 ans, on verra. Bien. Tout est ouvert. Vous ne savez pas si vous serez là encore. Non. Nous ne savons pas, à titre individuel, si nous Et vous, serons où encore là. serez-vous? On Et nous ne saura. savons pas Merci. quelles seront les secousses auxquelles notre pays va Bien être sûr. soumis. Monsieur Mais Bayrou. sachons simplement que si on croit des choses profondes et si on est capable de les partager avec les citoyens, au féminin et au masculin français, alors probablement on touchera de plus près ce qu'une élection comme celle-là peut avoir Merci comme pour grand cette avantage. conclusion profonde, n'est-ce pas, et qui va faire réfléchir nos auditeurs et téléspectateurs. Merci, François Bayrou.